Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente période est tumultueuse et il nous faut la penser pour essayer de la comprendre. La semaine dernière, on apprenait que le film Autant n'emporte le vent, un des grands classiques de l'histoire du cinéma, serait temporairement retiré par HBO de son site de diffusion à cause des préjugés qui s'y trouveraient pour revenir dans un format recontextualisé, c'est-à-dire pour nous dire de quelle manière l'aborder et ce qu'il faut en penser. À bien des égards, on peut parler de censure. D'autres exemples peuvent aisément nous venir à l'esprit. Et nous devons nous poser la question, est-ce qu'au nom d'une certaine conception de l'antiracisme, nous entrons dans une ère d'épuration éthique des œuvres, comme s'il fallait proscrire ce qui, du passé, vient contredire l'idéologie dominante d'aujourd'hui? Comment comprendre cette dynamique qui semble s'emballer? Pour en parler, je reçois l'écrivain et journaliste Laurent Dandrieux, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je nomme quelques de vos ouvrages, le Woody Allen, Portrait d'un anti-moderne et Dictionnaire passionné du cinéma. Laurent Dandrieux, donc bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question première, bien évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, ce n'est pas la première fois qu'Autant n'emporte le vent est pris pour cible. Comment expliquer le fait que ce film soit devenu, depuis quelques années, le symbole de ce qu'il fallait peut-être abattre dans l'héritage ou l'univers hollywoodien, du point de vue du combat antiraciste? Je dirais que c'est une cible à peu près évidente parce que d'abord, il y a la notoriété évidente du film qui reste le plus gros succès commercial du cinéma de tous les temps, donc il a une dimension symbolique évidemment forte de ce point de vue-là. C'est un film que tout le monde connaît, et puis il touche évidemment à la question du tabou entre toutes de l'esclavage et de la relation entre blanc et noir. Donc il eût été étonnant au contraire que ce film n'ait pas été pris pour cible dans un contexte où effectivement l'histoire mondiale et l'histoire américaine en particulier est reprise et remise, relue, je dirais, avec les lunettes morales d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que le film Autant n'emporte le vent est pris pour cible par la mouvance antiraciste. Il y a quelques années, il avait été déprogrammé d'un festival américain dans un état du Sud, si je ne me trompe pas. Depuis combien de temps peut-on dire que ce film est la cible de cette mouvance dite antiraciste? Et est-ce qu'on peut dire qu'une partie des élites américaines ou des élites culturelles ont peu à peu cessé de le défendre comme s'il devenait fondamentalement indéfendable? Alors, je pense que c'est un film qui a toujours été l'objet de controverses par son sujet même, dès l'origine, et je pense qu'il y a eu des controverses également à propos du roman dont il est tiré. Dès l'origine, des gens ont estimé que il présentait une vision trop complaisante du Sud esclavagiste, mais ça faisait matière à débat, à controverse, éventuellement à polémique. Il n'est pas question pour autant pendant des décennies d'interdiction. Le concept de vouloir interdire une œuvre sous prétexte qu'elle serait choquante ou offensante est quelque chose qui a surgi relativement récemment dans le débat public. Je ne saurais pas le dater exactement, mais je pense qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il n'en était absolument pas question. Est-ce que les gens ont renoncé à le défendre? Massivement, non, parce que cette annonce du retrait du film du catalogue de cette chaîne de streaming a suscité une véritable levée de bouclier, a indigné beaucoup de gens qui se sont affichés, notamment sur les réseaux sociaux, en disant bah tiens justement, je vais le regarder. Les ventes en DVD, je crois, ont rebondi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une faiblesse actuellement de ce qu'on appelle les élites, qui sont saisies d'une espèce de panique collective, qui n'osent plus soutenir un certain nombre de positions de bon sens, et à commencer par la défense élémentaire de la liberté d'expression, parce que il y a
quelque chose d'extraordinairement fort et d'extraordinairement montant et d'extraordinairement inquiétant, qui est ce qu'on pourrait appeler une prime à l'indignation. C'est l'indigné qui est censé avoir toujours raison, et celui qui ne respecte pas son indignation devient, pour parler comme Jean-Paul Sartre, un chien. Alors, je reprends le terme, la prime à l'indignation. En ce moment, on pourrait dire depuis un temps, en fait, les controverses se multiplient dans l'espace public sur le thème de l'indignation d'une manière ou de l'autre. On a connu de notre côté de l'Atlantique la controverse autour de 2 pièces de théâtre de Robert Lepage, Kanata et Slave, qui mettaient en scène une vision de l'histoire qui a choqué d'un côté des gens qui se réclamaient de la mémoire de l'esclavage et de l'autre côté qui se réclamaient de l'héritage amérindien au Canada. Des controverses semblables ont eu lieu en Europe ces dernières années, souvent autour de la question de l'islam ou de l'islamisme, c'est-à-dire qui pouvait d'une manière ou de l'autre choquer la représentation de l'islam du point de vue des islamistes les plus convaincus, les plus radicaux. Ça pouvait amener à déprogrammer une pièce. Je crois qu'on l'a vu en Suisse. Il y a eu aussi la question des caricatures dont on a quand même parlé ces dernières années. Les sujets caricaturés deviennent de plus en plus sensibles, pour le dire ainsi. Quelle logique se déploie, selon vous, à travers cette espèce de prime à l'indignation? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique cette inflation de l'indignation dans l'espace public aujourd'hui? Alors, il y a effectivement, sous la pression de ce courant, une tentation de relire toutes les œuvres d'art, et notamment les œuvres du passé, avec les lunettes de notre morale médiatique d'aujourd'hui, mais c'est une morale sous sa forme la plus dégradée, c'est-à-dire effectivement c'est la morale de l'indignation, c'est une morale qui n'entretient plus aucun rapport avec la raison, mais simplement qui doit donner raison à celui qui se sent choqué d'une façon ou d'une autre dans son identité ou dans son idéologie par ce qu'il lit ou par ce qu'il voit. Je pense que tout simplement on assiste à un déclin de la raison. C'est une conséquence dramatique du déclin de l'intelligence, de la faillite de l'éducation, qui fait que les gens ne sont plus capables de raisonner, ne sont plus capables d'avoir une distance critique par rapport à ce qu'ils éprouvent. Il y a aussi certainement une part de calcul là-dedans, c'est-à-dire que pour tout un tas de lobbies, de minorités plus ou moins communautaristes, cette prime à l'indignation est évidemment du pain béni, parce que ça les dispense d'argumenter. J'ai raison parce que vous m'avez offensé, j'ai raison parce que je suis indigné. Ça ne se démontre pas, mais ça ne se contredit pas non plus. Et du coup, c'est une arme, un levier médiatique extrêmement puissant, parce qu'en plus, si vous opposez, si vous vous indignez en quelque sorte de l'indignation d'autrui, eh bien vous êtes un sans-cœur, vous êtes quelqu'un qui est indifférent au fait qu'il se sente offensé, donc vous êtes tout de suite dans le rang des méchants et des pas beaux. Ce qui est extrêmement grave, je trouve, dans cette affaire, c'est que l'indignation, effectivement, dans la mesure où elle ne se discute pas, elle ne se raisonne pas, elle interdit toute forme de débat contradictoire. Et je crois que Mathieu Bock-Côté, vous êtes un grand défenseur de la possibilité de ce que vous appelez le conflit civilisé. Et cette morale de l'indignation, elle interdit justement le conflit civilisé, parce qu'on est tout de suite dans une opposition frontale, dans l'impossibilité de faire entendre un point de vue différent. Après, il y a aussi évidemment la question du racialisme, qui est très frappante dans toutes ces histoires, c'est-à-dire c'est le grand retour de la question raciale, de la réduction d'un être, d'un individu à son identité raciale, à sa couleur de peau, et donc c'est le grand retour, on est en train d'assister au grand retour du tribalisme, ce qui est probablement la chose la pire qu'on puisse souhaiter à nos sociétés. Ce qui est très étrange, c'est que tout ça part d'une réaction à la base qui est une réaction moraliste, c'est-à-dire autant n'importe le vent, il faut l'interdire parce que ça n'est pas moral suivant notre morale d'aujourd'hui.
Mais du coup, on aboutit effectivement à la fin de la chaîne à un retour du racialisme. Et ce racialisme, en fait, c'est la mort de la morale. C'est parce qu'on ne juge plus un être suivant les actes qu'il a posés. Est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait est bien ou est-ce qu'il ce qu'il a fait est mal? On juge un acte, on juge quelqu'un uniquement en fonction de sa couleur de peau. Et donc, si sa couleur de peau est la bonne, si je puis dire, eh bien tout acte qu'il aura posé est forcément bon parce qu'il est dans le camp des opprimés et que donc tout est justifiable de son point de vue. Et donc du coup, ça veut dire que paradoxalement, le moralisme racialiste auquel on est en train dont on est en train d'assister à la montée en puissance, eh bien, il aboutit à la mort pure et simple de la morale. Alors, je vous soumets un autre élément et vous me dites ce que vous en pensez. Il y a aussi la question du rapport à l'œuvre d'art à travers ces querelles nombreuses. C'est-à-dire, on a tendance aujourd'hui à vouloir une œuvre d'art militante, une œuvre d'art qui a pour vocation de servir des objectifs pédagogiques, politiques, idéologiques déclarés. Et on l'analysera, on l'évaluera à partir de sa conformité à ses exigences idéologiques par rapport à sa prétention à servir telle cause ou telle cause. Par exemple, telle peinture est une remarquable critique du patriarcat cis, hétéronormatif, blanc. Bon, pour le dire comme ça. Là, on va dire bravo, 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 parce que ça s'inscrit dans la bonne lutte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une dégradation de notre rapport à l'art, qui a pourtant pour vocation, à ce que j'en sais, d'explorer les nuances de l'existence, le mélange du bien et du mal, le mélange, la bouillie et la lumière des âmes? Est-ce que l'œuvre d'art, autrement dit, ne change pas de fonction à travers ce passage, pourrait-on dire, dans les termes du 20e siècle, du réalisme socialiste au réalisme diversitaire? Alors, il me paraît indéniable qu'effectivement, il y a une réduction de l'art aujourd'hui à son utilité idéologique. L'œuvre d'art n'est plus considérée pour elle-même, mais par son utilité sociale par rapport à des critères idéologiquement dominants. Ça me paraît indéniable que effectivement il y a une sorte d'asservissement de l'art par rapport à la pensée dominante auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Ça me paraît être typiquement l'une de ce que Chesterton appelait des idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que il me semble qu'on a là une dégénérescence de l'idée classique suivant laquelle l'art était au service du beau, du vrai, du bien. Donc, il avait quand même, au-delà de la gratuité de l'art, il y avait dans la vision classique une forme d'utilité, mais pas d'utilité immédiate, et pas d'utilité politique, et pas d'utilité idéologique. Je dirais une utilité ontologique, une utilité existentielle, qui était de nous amener à cheminer, de nous aider à cheminer vers la vérité. Et on a une dégradation de cette idée-là, qui est une idée belle et une idée extrêmement noble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'œuvre d'art est censée nous maintenir dans le carcan d'une certaine vérité provisoire, qui est une vérité idéologique, et surtout ne pas permettre de nous en échapper. Et donc, c'est vraiment ce qui oppose ces deux conceptions, c'est que dans la conception classique, l'œuvre d'art est un moyen de libération de l'esprit, et dans la conception qui est en train de s'imposer, elle devient une prison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit nous empêcher de sortir des clous idéologiques. Je déplace la réflexion sur un autre élément du rapport à l'art, du rapport à, disons, l'art public dans les circonstances, c'est le statuaire, hein, c'est-à-dire, on l'a vu depuis quelques jours, la tentation iconoclaste est de retour. Aux États-Unis, on détruit des statues de Christophe Colomb. En Grande-Bretagne, Churchill, on voit sa statue vandalisée et on voit c'est écrit sur la statue Churchill was a racist. En Belgique, une statue de Léopold II. En France, la mouvance indigéniste fait la liste des statues à abattre. Comment comprendre, est-ce qu'on est toujours dans le même phénomène? Comment comprendre cette nouvelle tentation iconoclaste? Qu'est-ce qu'elle dévoile dans notre rapport à on pourrait dire à la tolérance, mais aussi à la présence du passé dans le présent, aux traces du passé dans notre présent? Alors, je pense qu'effectivement, ça dénote
la volonté profonde de repeindre le passé aux couleurs de notre morale cathodique d'aujourd'hui. Et donc tout ce qui est dans le passé qui ne serait pas chimiquement purement conforme à cette morale d'aujourd'hui, tout simplement n'a plus de place. Et donc il faut éradiquer tout ce qui ne serait pas conforme dans le passé à l'idée qu'on se fait du bien, ce qui est une idée démente, parce que par définition, on ne trouvera pas dans le passé quelque chose qui soit absolument conforme à la morale d'aujourd'hui, et on le trouvera d'autant moins que même aujourd'hui, on ne trouverait rien qui soit parfaitement moral. C'est-à-dire que par définition, tout ce qui est humain est empreint d'ambiguïté, d'imperfection, de contradiction. Et donc il y a un refus dans cette volonté de repeindre le passé, un refus de la nuance, un refus de l'ambiguïté, un refus de la complexité, qui est proprement totalitaire et qui est absolument déshumanisant, parce que cette complexité est une partie ontologique essentielle de notre humanité. Alors, vous avez utilisé un mot qui me semble essentiel, justement, c'est la notion de totalitarisme. La volonté d'une surveillance intégrale de ce qui est autorisé ou de ce qui est interdit dans l'espace public. Et non seulement la surveillance de ce qui se dit dans l'espace public, mais le monopole réclamé sur le sens des événements et des œuvres d'art. C'est-à-dire, voilà ce que cette œuvre veut dire et elle ne voudra dire rien d'autre. Voilà ce que cette statue veut dire et elle ne voudra dire rien d'autre. Est-ce qu'on peut, de ce point de vue, dire que nous sommes en train de basculer dans une période où se réactualise ce qu'on a appelé la tentation totalitaire? Ça me paraît absolument évident. Vous employez tout à l'heure l'expression, je ne l'ai pas relevée, de réalisme diversitaire en référence au réalisme socialiste des pays communistes. Mais c'est quelque chose qui est évidemment complètement à l'œuvre aujourd'hui. On le voit très bien. Moi, je le vois en tant que critique de cinéma. Dans la question des transgenres, par exemple, il y a une volonté de rebâtir dans les œuvres de fiction un réel qui n'a pas de rapport avec le réel qui est vécu par les gens, mais un réel idéal suivant les normes idéologiques. Donc un réel où effectivement, par exemple, les personnes transgenres occuperaient une place absolument sans proportion avec leur nombre réel dans la société. Il y a cette volonté de repeindre le réel aux couleurs de l'idéologie qui me paraît typique des totalitarismes. Il y a effectivement la volonté de criminaliser aussi le désaccord. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas ces présupposés idéologiques, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui est en désaccord, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui pense mal, vous devenez très rapidement et de plus en plus un criminel. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas partisan de mettre un genou en terre, vous devenez, par exemple, aujourd'hui on le voit très bien, complice des violences policières. Et si vous refusez tout simplement parce que ce n'est pas votre univers, vous êtes cinéaste et vous refusez de mettre artificiellement dans vos histoires des personnages de couleur noire parce qu'il se trouve que vous vivez dans un milieu qui est plutôt blanc, comme c'est le cas de Woody Allen, eh bien vous vous trouvez accusé d'être complice du privilège blanc. C'est un reproche qui lui a été fait explicitement à Woody Allen depuis des années par son confrère Spike Lee, dont on sait qu'il est un communautariste absolument enragé, dirons-nous. Et donc effectivement, il y a une dimension englobante, une dimension totalisante, il y a une dimension répressive aussi, très nettement, c'est-à-dire que certains points de vue non seulement ne sont plus audibles, mais aujourd'hui ne doivent plus avoir pignon sur rue. Il devient extrêmement compliqué de les exprimer. Donc oui, je pense que le totalitarisme, contrairement à ce qu'écrivait Luc Ferry dans une tribune récente du Figaro, non seulement il est à nos portes, mais il est déjà à l'œuvre.
Alors, je vous pose une question qui vous semblera peut-être un peu en marge, mais qui me semble liée à tout cela. Est-ce qu'on peut voir aussi dans cette espèce de flambée idéologique un symptôme de déculturation ou peut-être tout simplement d'inculture? Je redonne l'exemple évoqué plus tôt, celui de Churchill. Churchill was a racist. Ça, c'est ce qu'on a écrit sur la statue à Londres de Churchill. Moi, j'en reviens pas, si je peux me permettre, parce que Churchill est quand même celui qui, au moment où tout semblait s'effondrer, a tenu tête à Hitler, a quand même rendu possible, avec d'autres évidemment, mais qui a rendu possible la victoire sur un empire totalitaire, raciste, génocidaire. À la rigueur, ça devrait compter un peu dans la représentation du personnage. Et aujourd'hui, Churchill, eh bien, sa principale contribution à l'histoire, la raison pour laquelle il pèse dans l'histoire et on le commémore et on s'en souvient, est effacée. Churchill was a racist. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce graffiti, dans ce tag, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une manifestation tout simplement d'inculture, c'est-à-dire des gens qui ont une conscience historique limitée, qui fait que n'ayant plus la culture, n'ayant plus de sens commun, n'ayant plus les repères élémentaires qui permettaient de construire le jugement, ils sont absolument sensibles à tous les commandements de l'idéologie. Est-ce que c'est une dimension qui compte, selon vous, dans l'iconoclasme actuel? Oui, cette notion d'inculture me paraît évidemment jouer dans ces affaires, puisque il est très difficile, voire impossible, de discuter et de raisonner avec des gens qui ont des positions aussi tranchées sur des bases factuelles et des bases historiques et des bases de culture aussi faibles. Donc cette inculture contribue à l'évidence à l'hystérisation du débat. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus important encore, c'est une sorte d'aveuglement idéologique qui rend absolument sourd et aveugle à tout ce qui n'est pas son propre discours. Je suis très frappé de voir que pour un certain nombre de militants qu'on entend aujourd'hui dans les médias, et notamment de militants racialistes, ce racialisme devient une monomanie, un facteur explicatif unique, une lorgnette unique à travers laquelle on doit absolument tout voir, et donc on va déformer inconsciemment le réel pour qu'il se plie à cette grille d'analyse. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques questions sur plus particulièrement l'univers du cinéma et un personnage que vous connaissez très bien pour lui avoir consacré un livre, Woody Allen, une figure qui n'est pas sans lien avec tout ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, Woody Allen n'est pas un cinéaste qui est contesté, ou vous me corrigerez peut-être, mais dans les mêmes termes qu'on conteste aujourd'hui tel livre, telle œuvre, tel statut. On lui reproche essentiellement des choses relevant de sa vie privée, sans trop savoir exactement si c'est vrai, si c'est faux. Donc, il y a une forme de zone de gris autour de sa vie privée, et ça justifierait, d'une manière ou de l'autre, le congédiement de son œuvre, la mise aux oubliettes de son œuvre. Est-ce qu'on peut dire que autour de l'œuvre de Woody Allen aujourd'hui se joue aussi la question de la censure des œuvres d'art, à partir non plus cette fois de leur dimension politique ou idéologique supposée, mais dans la mesure où le créateur se fait reprocher à tort ou à raison des éléments de sa vie privée qui choquent, encore une fois, à tort ou à raison, la morale commune de l'époque. Alors d'abord, vous parlez de zone grise. Il n'y a de zone grise que parce qu'on veut bien que ce soit une zone grise, parce que les faits sont extrêmement clairs. Woody Allen a été blanchi par la justice américaine des accusations qui ont été faites contre lui. La justice a conclu que les faits qui lui étaient reprochés ne s'étaient jamais produits. Donc déjà, on est dans quelque chose de très étonnant, c'est qu'on a une sorte de néo-féminisme qui veut absolument que Woody Allen soit coupable, et qui donc, pour cela, le décrète coupable en dépit des décisions de justice et en dépit de l'état de droit. Donc ça, en soi, c'est déjà un phénomène important. Ensuite, comme il a été décrété coupable, on s'est mis à relire son œuvre pour voir si on ne pourrait pas y trouver des indices de cette culpabilité. Et donc, on a découvert que, on s'est aperçu que dans un certain nombre de ses films,
il lui arrivait d'être, à son personnage en tout cas, d'être amoureux de jeunes femmes plus jeunes que lui. Alors du coup, on a comment dire, on a relu Manhattan notamment à l'aune des accusations portées contre l'auteur de ce film, Woody Allen, et on a décrété que Woody Allen était quelqu'un qui avait profondément en lui des tendances pédophiles. Et puis on s'est mis à revoir absolument tous ces films à cette aune-là. Et ce qui est très frappant, c'est que moi, ça fait 30 ans que je lis tous les articles qui paraissent, qui me tombent sous la main sur Woody Allen. Et depuis 30 ans, je le voyais célébré comme le cinéaste des femmes. Aucun cinéaste n'avait écrit des personnages de femmes aussi juste, aussi touchant, ne leur avait accordé autant de place. Et depuis quelques années, la tendance est totalement inversée. On prétend que les personnages de femmes écrits par Woody Allen seraient des personnages écrits d'une plume méprisante, des personnages qui le rendraient grotesque ou détestable. Et donc, effectivement, la lecture qu'on a faite de l'œuvre de Woody Allen a changé quasiment du tout au tout sous l'influence de ces accusations qui, pour moi, sont des fausses accusations. Et puis, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire que sous l'effet de ces accusations, des acteurs qui avaient tourné avec lui des films qui sont de pure comédie, qui n'ont aucune espèce de dimension polémique ou scandaleuse, ont dit « Ah là là, nous avons honte d'avoir tourné ces films parce que le personnage est un affreux bonhomme. » Et donc, effectivement, on a basculé là dans une confusion totale entre l'homme et l'œuvre. Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission. Je me permets deux dernières questions. Donc, l'avant-dernière sur Woody Allen. Est-ce qu'une œuvre, est-ce qu'un réalisateur, est-ce qu'un auteur, est-ce qu'un cinéaste peuvent encore aujourd'hui produire, évoluer dans le domaine public avec de telles accusations les entourant, ou risque-t-il, dans le cas d'un cinéaste, d'être intégralement répudié? Et plus largement, est-ce qu'il est encore possible, sauf peut-être dans les marges, d'exister publiquement avec de tels soupçons et de telles accusations, qu'elles soient personnelles ou idéologiques? Alors, le cas de Woody Allen est intéressant parce que effectivement sa carrière est totalement au point mort aux États-Unis. Il y a encore aujourd'hui en Europe un espace de liberté qui fait qu'il y a des producteurs qui sont qui ont le courage de investir de l'argent dans ces films, et il y a encore, Dieu merci, quelques acteurs qui acceptent de braver l'interdit et de tourner avec lui. Donc il y a encore pour le moment des espaces de liberté qui permettent ce genre de choses. En dehors de ça, on a vu des chefs d'orchestre licenciés de leur orchestre du jour au lendemain parce que telle ou telle musicienne avait porté des accusations de harcèlement. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que dans beaucoup de cas, la pression du mouvement MeToo et de l'opinion publique a abouti à la mise à pied ou au licenciement de ces artistes accusés sans la moindre enquête. C'est-à-dire que effectivement, la présomption d'innocence dans les milieux culturels, en tout cas, semble avoir totalement disparu et s'être même transformée en présomption de culpabilité sous la pression, je dirais, d'une sorte de principe de précaution. C'est-à-dire que les directeurs d'institutions, les programmateurs de festivals ont tellement peur d'être pris en défaut et de ne pas avoir s'être montrés suffisamment sensibles à la défense de la femme, que du coup, par précaution, la moindre accusation a valeur de culpabilité. Et ça, c'est un phénomène qui me paraît extraordinairement dangereux.
Alors, une dernière question, puisque nous sommes vers la fin de l'émission. Une question presque sur le mode de la prévision. On a vu Autant n'emporte le vent être déprogrammé pour être reprogrammé, pour être recontextualisé. On voit que pour l'auteur de la série Friends fait son mea culpa et pleure en disant « Ah, mais ma distribution était trop blanche, je m'en excuse aujourd'hui. » On voit une série britannique liquider un épisode avec un personnage qui tenait des propos qui aujourd'hui, qui hier aussi d'ailleurs, heurte notre sensibilité et passe pour raciste, mais parce que c'est un personnage de comédie, mais apparemment on ne fait plus la distinction entre le premier et le second degré. Quelles sont, selon vous, les prochaines œuvres qui risquent d'être ciblées d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on ne risque pas, avec la logique qui est la nôtre aujourd'hui, de devoir écouter ou regarder OSS 117 sur le mode recontextualisé pour qu'on nous précise qu'il s'agit bien d'humour? Quels sont les prochains les prochains films, selon vous, et plus largement les prochains thèmes qui vont devoir être recontextualisés pour être de nouveau autorisés dans l'espace public? Alors d'abord, je ne voudrais pas risquer de donner des idées aux censeurs, donc je suis un peu gêné pour répondre à votre question. Je vous avoue quand même que je suis très inquiet, par exemple, pour l'intégralité de l'œuvre des Monty Python. L'œuvre des Monty Python est un gigantesque catalogue d'offenses volontaires à toutes les sensibilités possibles et imaginables, justement parce que il se situe dans un univers où il est considéré drôle et salutaire de rire de soi-même et de rire de sa propre identité. Ce qui n'est absolument plus audible aux tenants de cette tyrannie de l'indignation et des offensés. Ce qui pourrait sauver paradoxalement un certain nombre d'œuvres, c'est que le champ est immense et presque général. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez beaucoup de mal à trouver un western qui ne choque pas les mentalités contemporaines avec tout un tas de stéréotypes. Le plus récurrent, puisque vous parliez tout à l'heure d'appropriation culturelle, on ne compte pas les westerns dans lesquels le rôle du chef indien est joué par un acteur blanc qui n'a d'indien que le maquillage. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont disséminées dans l'immense corpus du cinéma américain, et on se dit que peut-être, Dieu merci, s'il fallait commencer à épurer ce gigantesque patrimoine, eh bien c'est une tâche herculéenne qui n'aurait pas de fin. Je regardais hier soir une comédie de Pierre Richard, un film assez mauvais d'ailleurs, qui s'appelle Je sais rien mais je dirai tout. Figurez-vous que dans ce comique qui, dans les années 70, était un comique transgressif, c'est-à-dire que c'est une satire d'ailleurs assez lourde de la bourgeoisie, de la religion, des marchands d'armes. Enfin, c'était vraiment, c'est un comique qui se voulait de gauche à l'époque. Et figurez-vous qu'au milieu du film, déjà, il y a Pierre Richard qui fait un blackface, chose qui n'est absolument plus admissible aujourd'hui, et il y a une plaisanterie également assez malsonnante aux oreilles d'aujourd'hui sur le supposé rapport particulier des Juifs à l'argent. Donc aucun film n'est à l'abri, y compris les films qui se voulaient progressistes à l'époque où ils ont été faits. Donc à la fois le champ est immense, et le champ est tellement immense que peut-être quelque part cela protège le patrimoine culturel. Alors Laurent Dandrieux, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci à vous, Mathieu Bocoté. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bocoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.